Est-ce que vous m'entendez? Vous devriez m'entendre là normalement. C'est bon? Ça va le son correct ou dégueulasse? Ok. Eh bien, bienvenue à tous. Hein? Comment vous allez? La journée s'est bien passée? Tout le monde est en forme, au top? Salut Devlepsi, salut Jean-Hubert, salut Youssef, Axo, Loulou. Salut à tout le monde. Bah, la journée était chargée. J'ai couru toute la journée. Je peux vous assurer que pour vous préparer ce qu'on va vous présenter en deuxième partie, qui est un petit concept original et qui s'est, je crois, encore jamais fait dans notre. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est mon. Je sais pas ce qu'il nous fait là, le serveur. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est pas un souci. C'est pas un souci. On réessayera un petit peu plus tard. A priori, il y a un petit bug au niveau du serveur. C'est pas grave, comme ça, vous voyez la vérité de ce qui se passe derrière moi. Ah merde, bah, je suis désolé pour toi, Devlepsi. Franchement, putain, c'est la deuxième personne dont j'entends ça en très peu de temps, parce que c'est arrivé à Damien de Will of Death il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Et, quand tu es en deux roues, que ce soit moto, scooter ou même vélo, bah, c'est toi la carrosserie et c'est chaud, quoi. Donc j'espère que tout va bien, qu'il n'y a rien de grave en tout cas. Donc oui, comme je vous disais, donc pas mal de boulot aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire ce qu'on vous a préparé pour la deuxième partie et donc pour la première de l'opération Adopte un Junior. C'est quelque chose de tout nouveau. J'espère que, voilà, que ça va vous plaire. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va reproduire chaque semaine. On a eu pas mal de participation, donc ne serait-ce que pour ça, si jamais vous êtes intéressé, que vous avez envie d'être mis en avant, un petit coup de pouce pour qu'on parle de vous et que bah, voilà, pour chercher du boulot tout simplement, un stage ou une alternance, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez les différents liens dans le Discord et notamment dans la partie annonce de la communauté. Vous y trouverez tout ça assez facilement. Et n'hésitez pas à nous demander si jamais vous avez des questions. C'est totalement gratuit. Voilà, l'idée, c'est de vous mettre en avant, d'essayer de vous donner un petit coup de pouce d'une manière originale. Je peux pas vous dire comment exactement pour l'instant. Vous verrez ça en deuxième partie à partir de 18h30. Mais sachez que c'est comme ça que l'on fera. On avait prévu de faire des lives tous les mercredis, tous les vendredis. On va être très clair, on va passer uniquement au mardi et vendredi. Pour quelle raison? Pour la simple raison, c'est que j'ai eu une discussion ce matin avec Cédric de WTF au sujet de ce qui se passait dernièrement entre nos deux communautés. J'étais pas très content, à vrai dire, mais bon, voilà, on a trouvé un terrain d'entente parce que je lui ai expliqué que clairement, de se marcher sur les pieds, ça va servir à rien et ça va vous pénaliser vous en fait. Et c'est pas du tout, nous ce qu'on cherche à faire. Au contraire, on cherche à réunir et à rassembler. Et non pas à diviser, comme je le dis souvent. Donc, on a trouvé un terrain d'entente. Nous allons leur laisser leur place le mercredi soir, de façon à ne pas venir faire de doublons à partir de la semaine prochaine. Ils nous laissent nos vendredis soirs comme c'était prévu au départ. Sauf que nous, on aura les opérations Adopte un Junior tous les mardis soirs avec vous, où on présentera des juniors, etc. L'idée, c'est, encore une fois, comme je vous disais, de prendre conscience, de se dire que la communauté est importante et que je pars du principe que ça vous permettra d'avoir, je l'espère en tout cas, des programmes de qualité toute la semaine.
que ce soit pour une communauté ou une autre, je reste partisan de dire que les gens ne nous appartiennent pas. Ils nous suivent que s'ils en ont envie, et auquel cas, moi en tout cas, chez Hater, c'est comme ça qu'on essaie de réagir, c'est-à-dire de faire en sorte que, de vous proposer des programmes de qualité et surtout des choses qui vont vous aider dans votre vie au quotidien. Ça va être le cas la semaine prochaine avec le coaching live qui est prévu. Donc, il faudra venir nombreux, j'espère. L'idée, c'est de vous aider, même quitte à présenter des CV en live, si vous êtes chaud, de façon à ce que Shirley puisse vous donner des petits conseils, des petites astuces, comment se vendre, etc. C'est toujours intéressant. L'idée, c'est ça. C'est encore une fois de vous mettre en avant, de vous aider et puis de faire en sorte que, que vous puissiez trouver une solution à votre problématique actuelle, etc. Donc voilà. Vendredi, je reçois toujours Rayed pour parler de la suite du débat que l'on a eu avec We Love Devs au mois de novembre, à savoir est-ce que le monde, enfin du moins le marché de l'emploi des développeurs est-il vraiment en pénurie? Donc c'est la suite. 2 mois après, on fait le point, on essaye de voir un peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de temps depuis, et pas mal de choses depuis. Et on essaiera de vous donner quelques petites pistes aussi à ce moment-là, de comment, en tout cas, nous, on voit l'avenir dans au moins les 6 mois, les 6 prochains mois. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on navigue un peu à vue et c'est pas spécialement simple non plus pour les entreprises, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on parlera tout ça donc vendredi soir à 18h avec Rayed Benway. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler d'une petite chose. Alors, c'est différents abonnés qui nous ont posé la question vendredi et qui sont revenus nous ont la posé sur le Discord. Et c'est pas la première fois que j'entends. Beaucoup de gens s'imaginent, du moins ont à l'esprit, que le no-code pourrait être une menace pour le métier de développeur sur le long terme. On a tous un peu nos avis différents sur le sujet, mais je pense que ça nécessitait en tout cas d'en discuter avec des connaisseurs et de pouvoir un peu peut-être enlever ce côté démoniaque du no-code, peut-être voir un peu ce qu'il en est vraiment, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, est-ce que vraiment on peut tout faire ou est-ce qu'on est limité par certaines choses, est-ce qu'il faut être dev pour faire du no-code ou pas. Bref, tout ça, on va en discuter avec mon invité du jour, qui n'est autre que Thomas Clément de levios.com. Bien, salut. Comment tu vas? Salut Jerry, ça va et toi? Ça va. Alors, tu as vu, j'ai quelques petits pépins techniques ce soir. Je sais pas Ouais, ce qui se passe avec mon logiciel de streaming. C'est pas, on avait fait des tests ensemble cet après-midi, tout allait nickel. Ouais. Et puis là, patatras, il fallait que ça tombe. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, voilà. Bon, j'ai un papier peint vert. Allez, on va dire ça. Hein. Bon, comment tu vas depuis tout à l'heure? Eh ben, ça n'a pas changé. Bosser à côté, mais j'attendais du coup la présence à 17h30 et puis de toute façon, on va répondre à la question, on va débattre sur le sujet. Puis, ouais, parce que je pense qu'on a plein de choses à en dire. Hein. On a plein de choses à en dire du no-code. Il va falloir, je pense, le dédiaboliser pour une bonne partie des gens. Peut-être aussi venir y apporter des questions, enfin des soulèvements de questions et surtout des réponses sur ce que ça peut réellement apporter ou non, et notamment à la communauté des devs. Je vais te laisser te présenter un petit peu parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Hein. Tout simplement, que tu nous expliques un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Eh ben alors moi, je suis encore étudiant. Donc je suis en 4e année d'école ingénieur informatique dans une école qui s'appelle CESI. Et je suis un dev qui s'intéresse à pas mal de choses, notamment le no-code, mais aussi à pas mal de choses en dehors, on va dire, de l'informatique, comme du marketing, de la communication et autres. Parce que je lance un projet d'entrepreneuriat social avec deux autres étudiants de ma promotion. Donc je m'occupe un peu de la partie, on va dire, communication et ce genre de choses. Du coup, il faut que je me forme. Et c'est ce que je fais à côté du dev. Donc peut-être limite pour présenter vite fait. Donc Levios, c'est une plateforme de recrutement éthique pour les étudiants. Donc voilà, donc, on veut faire du recrutement sans discrimination et on va dire améliorer carrément le processus de recrutement pour éviter des taux de réponse qui sont qu'on trouve insuffisants, un peu longs même des fois. Donc voilà un peu le tour et de qui je suis. Sinon je suis ancien rugbyman
pour l'anecdote, mais bon, on va dire. Ça se voit pas. Là, pour le coup, ça se voit pas. Non, bah. J'aurais dit ça moi plutôt à la rigueur. On aurait pu me dire j'aurais pu être un bon pilier, mais. Non, j'étais lié. Donc j'étais la personne qui ouvrait la vitesse, donc forcément. Ouais, c'est celui qui mettait tous les autres dans le vent, quoi. C'est l'idée, c'est l'idée. Ouais. Mais bon, je me suis détruit le genou et je suis Terminator maintenant avec des prothèses, donc un peu de côté, puis on se focus sur le dev et les projets, les side projects à côté de l'école, quoi. Bon bah c'est cool. C'est cool. Dis-moi, on avait prévu ensemble un petit cheminement. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on le suive, hein, pas de souci. Et qu'on regarde un petit peu ensemble, justement, qu'est-ce qu'il en est du no-code exactement. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'on appelle no-code exactement? Ouais, alors moi, ma définition du no-code, c'est finalement, c'est réaliser des applications ou bien des actions sans écrire une ligne de code. Donc, différent du low-code où un peu à la WordPress, on va pouvoir faire des choses à dire à la main sans coder, mais derrière, il y a aussi, on va dire, de la mise en place et des connaissances techniques qui sont quand même requises pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'est pouvoir finalement créer des applications, des sites web ou des automatisations sans avoir aucune connaissance du code, pouvoir se débrouiller juste avec des connaissances logiques pour réaliser des choses, en fait. Donc, on s'abstrait de ce côté technique, théorique, pour vraiment passer directement à la pratique, en fait. D'accord. Qu'est-ce que toi t'en penses, toi, là-dessus, hein? Je dirais que c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Clairement, on l'a vu sous différents formats, ça existe depuis pas mal d'années. C'est très en vogue aujourd'hui parce que on est dans une ère de la communication, du visuel et de tout ce qu'il en est, et notamment grâce au smartphone. Moi, ayant commencé entre guillemets en autodidacte en 2008, ce genre de choses n'existait pas vraiment. Par contre, à partir de 2011, 2012, 2013, on a commencé à avoir des solutions qui apparaissaient. Différents organismes qui vous proposaient, si vous étiez professionnel, de créer votre site de manière totalement facile et gratuite, soi-disant. Alors, on a vu fleurir différentes formules. Les pages jaunes ont été très, très en avant sur ce genre de choses pendant longtemps, puisque c'est eux qui avaient un peu le marché des artisans et petits commerçants, moyennant souvent, comment dirais-je, un montant très élevé et pendant de nombreuses années. Et au final, vous n'étiez pas maître de votre solution, puisque tout ce qui était nom de domaine, etc., si vous arrêtiez avec eux, vous perdiez tout. C'était un peu problématique, ça a levé pas mal de soucis, mais en même temps, l'arrivée de ce genre de solution a été, je dirais, vraiment très négative pour notamment le monde des web designers, webmasters et intégrateurs de l'époque. En tout cas, ceux qui en vivaient de faire du site internet, du moins en freelance, ça a été une grosse claque. Le marché a été vraiment bouffé par ce genre de solution. Et du coup, beaucoup se sont retrouvés soit à essayer de trouver un poste de salarié, soit de faire autre chose ou de faire les choses de manière différente. Donc, ça a mis une grosse claque. Malgré tout, il y a une grosse ressemblance avec ce qu'on peut faire, et notamment à l'époque avec les CMS. Il y avait aussi ce débat-là il y a 10 ans, c'est-à-dire que les gens se posaient la question si les CMS n'allaient pas devenir quelque chose qui allait faire disparaître le métier de dev, ou en tout cas tous les métiers liés à la constitution et à la construction d'un site web. Et en fin de compte, on s'aperçoit que non, finalement, parce qu'il y a même des devs qui se sont spécialisés dans les CMS, et c'est pour ça que certains CMS aujourd'hui sont très en vogue, et je parle notamment de WordPress, qui représente à lui tout seul 39% du web, ce qui n'est pas rien. WordPress alors c'est un CMS, à la base, c'est pas du no-code, il faut quand même avoir quelques connaissances techniques pour pouvoir faire des choses. Après, si vous aviez des connaissances assez light et que vous achetiez un template sur une plateforme de vente de template déjà tout prêt, vous pouviez arriver à vous débrouiller et à faire des choses, quoi. Aujourd'hui, ils ont même été plus loin puisqu'ils ont intégré des plugins, et notamment payants, mais qui sont dans cette veine-là de no-code, à savoir Elementor notamment, et puis d'autres encore. Je crois qu'il y a Gutenberg aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui vous permettent justement de monter votre site sans faire une seule ligne de code. La seule côté technique que vous allez devoir
apporter, c'est l'installation du WordPress, sa configuration, et grosso modo, c'est tout. Pour autant, est-ce que ça fait que les entreprises, du moins je pense plus aux web agencies et les PME, c'est eux qui sont les plus gros utilisateurs de CMS. Est-ce qu'ils ont arrêté de recruter des développeurs spécialisés? Je pense pas. Au contraire, dans les annonces, j'en vois beaucoup qui demandent un minimum de connaissances, au moins sur WordPress. D'autres qui se sont totalement spécialisés dedans. Je prends notamment avec les clients, ce qu'on appelle les clients premium chez PrestaShop ou Magento, où là, pour du coup, on part sur du CMS typiquement e-commerce. Donc voilà, ça a pas mis une claque. Maintenant, le no-code, ça va beaucoup plus loin quand même. C'est-à-dire que là, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir de connaissances techniques pure de dev pour pouvoir créer quelque chose qui peut être relativement sympa et opérationnel et formidable. Mais voilà, je pense que c'est pas que tout beau tout rose. Il y a aussi sans doute des problématiques et je pense on en parlera un petit peu, mais notamment monétaire puisque c'est pas gratuit. Il y a pas mal de concurrence aussi dans ce domaine-là puisqu'on a vu arriver de pas mal je dirais, d'entreprises dans le secteur. Je lisais, et notamment l'un des plus connus qui est Webflow, qui vient de faire une levée de fonds et qui a dépassé, je crois, le milliard de valeur, enfin quelque chose comme ça, quoi. Donc, comme quoi, ça intéresse quand même. Pour ne pas citer que, dans les plus connus, il y a aussi Bubble. Après, vous avez d'autres entreprises un peu comme Wix, etc., qui proposent de créer des sites dans la même veine. Mais là, pour le coup, vous n'êtes propriétaire de strictement rien, il me semble, si je ne m'abuse. Il faudrait se renseigner, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, le no-code aujourd'hui est devenu tellement populaire, et je pense populaire surtout par rapport aux startups. Le monde des startups a pas mal fait évoluer cette chose-là. Il y a peut-être aussi un marché qui a été saisi par certaines entreprises de coaching, de startups, etc., dans le but d'aider les gens à construire des solutions web rapidement sans avoir de connaissances eux-mêmes. Du coup, il se passait des côtés techniques que peut avoir un développeur, entre guillemets. Bref, voilà, il y a à voir. Pour le coup, moi, je demande à voir. Je pense qu'on peut faire des choses formidables et tu vas nous en parler un petit peu. Mais je reste pour l'instant assez sceptique sur certaines petites choses, quoi, voilà. Ouais. Ouais, un peu comme tout le monde, je pense, de toute façon. Oui, c'est normal. Tant que tu n'as pas testé, que tu n'as pas fait plusieurs projets avec, tu ne peux pas vendre le truc garanti remboursé. Ouais. C'est logique. Et du coup, à ton avis, est-ce que ce qu'on a présenté un peu le no-code, ce que c'est, on a expliqué les plateformes sur lesquelles les trouver. Alors, ce n'est pas des logiciels qu'on télécharge, c'est des choses qui se font sur des plateformes en ligne. Et donc, selon toi, est-ce que c'est un effet de mode seulement? Pour moi, je pense pas que ce soit un effet de mode dans le sens où, pour l'instant, le no-code a plus, on va dire, une vocation à créer du MVP, à créer des solutions qu'on va vouloir tester. On a une idée d'un produit, et ben on va pouvoir commencer à faire une version minimaliste de ce produit et voir si le marché est réticent à l'offre qu'on propose. Et ça, sans même devoir consulter un développeur ou carrément une agence pour monter ça. Donc, dans un premier temps, puisque les coûts par rapport, on va dire, à un développeur peuvent être assez minimes, ça permet de tester rapidement, à moindre coût, parce que rapidement, parce qu'on n'a pas besoin de compétences techniques, souvent, ces solutions, c'est du drag and drop, donc tout le monde sait utiliser sa souris et faire des glisses-déposés, donc ça, c'est pas vraiment un souci. Et ça permet quand même d'aller relativement loin, je trouve, dans cette approche. Nous, dans mon cas, j'utilise pour le projet, j'utilise carrément Bubble parce que, dans un premier temps, Bubble, parce que c'est, on va dire, une grosse usine, une grosse machine qui nous permet de faire énormément de logique. Donc, essayer de limite, on va dire, être presque une alternative aux développeurs parce qu'on peut pousser vraiment très loin. Mais on peut aller faire des choses beaucoup plus simples. Avec un simple Airtable, on peut carrément, en liant, bien évidemment, d'autres solutions, parce que c'est aussi ça
on va dire la force du no-code, c'est être un peu le MacGyver en fait. Si on veut être très bon, c'est utiliser plein de briques, donc plein d'outils différents qui vont faire chacun leur utilité pour, on va dire, créer un environnement qui va être propice à cet essai en fait, cet essai du MVP. Donc un effet note, je pense pas. Je pense que c'est plus du prototypage, en tout cas pour l'instant, plus du prototypage et on le voit de toute façon en termes de SEO, de design ou de performance. Chacun a ses faiblesses et chacun a ses forces. Et il faut du coup faire forcément des choix. Mais moi, par exemple, dans mon cas, je commence sur du no-code et je me dis que si le marché que je vise répond bien à mon offre, derrière, c'est carrément du développement, en fait. Parce qu'on pourra avoir la maîtrise totale de l'outil. C'est ça. Il faut y penser. Et alors, surtout dans un certain style d'utilisation et qu'on veut en faire, et notamment, je parle pour les futures startups éventuelles, il faut savoir que si votre objectif est de vendre à terme votre solution, vaut mieux en avoir les propriétés quand même, hein, parce que vous n'allez pas vendre grand-chose sinon. Donc, c'est l'une, je trouve, des limites du no-code. C'est sûr, c'est que tu peux tester quelque chose. Tu peux tester quelque chose sur pas mal d'outils, on va dire, la Webflow ou Bubble, tu peux tester ta chose. T'as pas forcément l'accès au nom de domaine. Si tu veux commencer, on va dire, à être un peu plus professionnel, avoir un peu plus de visibilité, derrière, il faut que tu commences à payer un abonnement chez eux et pouvoir être hébergé, en fait. Donc, ça va permettre de tester, mais sans, on va dire, sans se dire, OK, je teste, mais pour directement lancer la machine complète, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, pour le coup, par contre, oui, c'est vrai que pour ce qu'on appelle dans le jargon un MVP, donc une première version de base, un prototype, ouais, clairement, c'est top parce que ça permet de faire les choses assez rapidement, sans avoir des coûts exceptionnels non plus. Et du coup, derrière, de tester sa solution et de voir si, marketingment parlant, fonctionnellement parlant, commercialement parlant, est-ce que ça tient la route ou pas le projet, quoi. Et ça permet aussi parfois d'aller taper à la porte de certains financeurs, d'éventuellement faire du crowdfunding. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être possibles, quoi. Donc c'est ça. Ouais, là, je pense à l'exemple de Shaper. Je sais pas si tu connais un peu Shaper. Pas du tout, non. À part Webflow et Bubble, c'est les deux seuls que je connais. Non, là, Shaper, c'est plus une entreprise qui vient faire du recrutement, du recrutement pour des clients. Et ils ont lancé l'un de leurs services. Et pour commencer ça, ils ont juste fait une table Airtable et puis une newsletter. Et à partir de ça, ils ont vu qu'il y avait de l'attraction. Et c'est à partir de ça qu'ils ont par la suite développé. Là, ils sont sur le développement d'un truc beaucoup plus gros. Donc, ils ont vu que le marché fonctionnait sur une base et puis ils sont partis. Ouais, c'est exactement ça. C'est clairement, c'est toute la pratique de ce principe. Ah, ça a coupé. Ouais, non, j'essaye de camoufler les bruits des enfants. Malheureusement, on est mercredi et forcément, qui dit mercredi dit ravioli. Non, dit les enfants à la maison. Mais bon. Mais du coup, c'est bien parce que ça va nous permettre un petit peu de parler de la suite. C'est clairement, quelles sont les limites du no-code, clairement? Je pense que déjà la limite, la toute première, ça va être. En fait, finalement, ça dépend des solutions qui existent parce qu'il existe tellement un tas de solutions sur le marché. C'est comme je disais, en fait, il y en a certaines qui ont des forces et ils ont forcément leurs faiblesses. Si tu prends l'exemple de Bubble, si tu fais une comparaison entre Bubble et Webflow, Bubble va te permettre d'être dans la logique et dans les workflows beaucoup plus poussés qu'un simple Webflow. Mais ses faiblesses, ça va être surtout son design, sa responsive, où là, clairement, ça va être vraiment une grosse bête noire. Et de l'autre côté, pour Webflow, ça va être quelque chose de responsive, très design, mais qui va pencher un peu plus, qui va avoir plus de difficultés sur le côté back de l'outil. Et de toute façon, tous ces outils-là travaillent aussi sur leurs faiblesses pour essayer d'atteindre, on va dire, plutôt dépasser ses limites pour avoir on va dire, se passer complètement de dev. Mais là, pour l'instant, c'est pas une possibilité parce que on peut pas avoir
sur une base de drag and drop ou ce genre de choses, d'avoir des trucs très performants qui soient architecturalement ultra clean. C'est pas possible, à moins d'être, même en étant un architecte en dev qui vient faire du no-code, bah derrière, tu peux pas pousser le plus loin possible. Et puis tu as forcément du dev spécifique qui arrive, et du dev spécifique sur du no-code, bah c'est pas possible. À part sur certains outils qui permettent de toi-même créer des plugins pour pouvoir les brancher sur des outils et on va dire essayer de dépasser les limites que tu rencontres. Mais dans ce cas-là, si tu veux les dépasser, il faut que tu développes. Donc, il te faut des compétences de dev, en fait. C'est exactement ça. Alors là, ça tombe bien, tu vois. En plus, on va pouvoir étudier un cas concret, clairement. On a Devlepsy qui nous a parlé d'un projet qui lui tient pas à cœur, un projet pro qu'il aimerait mener à bien. C'est pas un projet classique, hein, c'est vraiment un projet original. Devlepsy, est-ce que tu veux venir monter sur scène, même en vocal, pour présenter un peu ton projet? Dis-moi dans le commentaire, je t'ai envoyé le lien au cas où, en privé, mais si tu veux, est-ce que tu veux monter tout de suite pour en parler un peu? Ça permettrait justement de voir si c'est possible par rapport à ta question. Est-ce que c'est possible de le faire en no-code? Ok. Il arrive. Alors, je préfère le laisser présenter. Je connais le projet, mais c'est quand même son projet. C'est quand même plus sympa que ce soit lui qui nous présente la chose. C'est un projet original que j'aime beaucoup. Je suis pas le seul, d'ailleurs. Je suis pas le seul. Il y a d'autres camarades de jeu avec qui on en a discuté. Alors, le voilà. Je le fais monter tout de suite sur la scène. Salut, Devlepsy. Ouais, on t'entend. Salut. Coucou. Allez, parle-nous un peu de tout ça. Donc, ça serait un bracelet montre connectée pour épileptiques. Donc, on a déjà parlé tous les trois, hein, même parce qu'il y en a un autre avec qui j'ai parlé. Ouais. Donc, c'est déjà une entreprise l'a déjà fait, mais pas comme moi je veux la faire. D'accord. Parce qu'on a eu l'idée à peu près en même temps, sauf que moi j'ai pas les fonds. Donc voilà. Donc en premier lieu, ça serait donc de créer une montre ou un bracelet connecté qui puisse avoir les données pour que ensuite on puisse en gros prévoir les crises d'épilepsie. Donc c'est assez complexe, très complexe. J'en ai parlé avec Damien aussi. Il m'a dit il y a beaucoup de sous à mettre dedans pour pouvoir le faire. Énormément d'argent. Alors, je te coupe, excuse-moi. Comme on en avait discuté, c'est que tout dépend ce que tu décides de faire. Est-ce que tu décides de faire que l'application? Donc, on parle d'une application mobile, hein, clairement, c'est limite ça. Hein. À la base. Voilà. Oui. Ou est-ce que tu proposes l'application plus le bracelet qui va avec? Et forcément. Moi, ça serait les deux, quoi. Ça serait le bracelet plus l'appli. Voilà. Parce que comme ça serait vraiment axé. C'est pour ça. Parce que faire juste une appli mobile, ça, tout le monde peut le faire, en gros. Hein, je peux le faire. Après, c'est juste avoir les bons capteurs pour dire, bah tiens, il me faut le GPS, il me faut l'attention, il me faut le rythme cardiaque, l'accéléromètre. Donc ça, c'est assez faisable. C'est de créer le bracelet qui soit soit joli et fonctionnel en même temps. Alors, pour la partie solution, on ne va pas trop en dire non plus parce que je ne veux pas non plus que voilà, c'est un super projet qu'on soutient chez Hyper. Pour la partie solution technique en elle-même, selon toi, Thomas, est-ce que c'est quelque chose qui est totalement réalisable, par exemple avec Bubble? Je sais que Bubble fait des applications mobiles, donne la possibilité de pouvoir exporter sur application mobile. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui peut être possible? Je vais dire oui, parce que ce qui est intéressant avec toute cette vague de no-code, c'est que tout fonctionne avec des API en fait. Donc tu peux connecter l'ensemble de tous tes outils via des API. Donc si derrière, l'une des entreprises vient avoir un service qui propose cette détection ou qui permet de faire des envois de données à un serveur, forcément tu peux le récupérer s'il y a une API qui soit publique ou non. Hein. Forcément, tout dépend de l'accès que tu peux y avoir. Mais oui, évidemment, tant qu'il y a une API, tu peux te connecter. Une API concrètement qui se branche sur les outils du smartphone. Hein, c'est ça, parce que là, pour le coup, c'est exactement ça. Se brancher sur l'accéléromètre, le capteur qui capte les battements de cœur et notamment l'attention artérielle. Et puis le GPS aussi.
l'idée, c'est qu'en cas de crise, il y a une géolocalisation. Hein, je me trompe pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, tout ça, il y a des API qui existent et qui permettraient de relier son application à différentes API existantes. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis, comme je disais, hein, c'est un peu du MacGyver. On peut commencer avec un Bubble, et puis derrière, bah, ok, je reçois l'information sur Bubble via une API, et depuis Bubble, admettons, hein, en cliquant sur une touche ou en l'automatisant, envoyer une alerte au SAMU, envoyer une notification par, je sais pas, Messenger aux proches de la personne. Tout est envisageable en fait. Il n'y a pas vraiment de restrictions. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Devlepsy. Mais oui. Ça, oui. Après, il y a le dashboard pour le médecin. Il y a plein de trucs à mettre en place, quoi. Donc, ouais, c'est. Du moins, mais pour un MVP, ça peut être intéressant, justement, pour aller chercher des financeurs. Parce que, moi, je me dis que c'est le futur. Clairement, demain. Alors, je trouve que le côté bracelet, à mon sens, comme je t'en avais déjà parlé, pour moi, c'est trop restrictif ou trop chiant, dans le sens où. Ça me ferait acheter le bracelet en plus de l'application et de l'abonnement, etc. Alors que j'ai peut-être déjà une montre connectée. Peut-être qu'il faudrait voir justement là-dessus. Mais ça, c'est mon avis. Pour les enfants, tu ne vas pas mettre une montre connectée à un enfant qui a 4 ans, par exemple. C'est sûr. Que c'est un petit poignet et tout. Que moi, je me suis dit, on en a reparlé avec ma femme encore hier. Il faut toujours écouter sa femme. Parce qu'elle a je suppose. Ouais, elle est là. En même temps, elle ne peut pas bouger, elle a la jambe. Voilà. Pareil, je te rassure. Là, on fait tous les canards. Et donc, de faire un genre de bracelet en plastique, je ne sais pas si c'est faisable techniquement de mettre des capteurs dedans, de faire un bracelet en plastique que tu peux même mettre à un bébé, quoi. Ce que tu fais en premier lieu. Donc, je me suis dit, tu mets des capteurs dedans, donc il faut miniaturiser le tout. Donc, ça encore, c'est des recherches et développement. Et je me dis, pourquoi pas de mettre ça là-dedans et d'en faire quelque chose qui soit connecté en même temps. Donc là, c'est pas trop gros. Ça ne se montre pas que tu es épileptique ou narcoleptique ou diabétique. Parce qu'après, on peut le mettre sur tout type de malaise. C'est pas discriminant, disons. Voilà, c'est ça. C'est pas un objet de discrimination comme tu peux. Tu as malheureusement, certains objets médicaux comme les pompes à insuline, etc. Peut-être moins maintenant, ça se voit moins, mais fut une époque. Moi, quand j'étais jeune, énorme, hein. Il y avait un camarade de classe qui avait ça et c'est énorme, ça prenait une place monumentale et automatiquement, tu as un peu montré, pas montré du doigt, mais tu sais comment c'est les gosses et notamment les ados entre eux, c'est hyper méchant. Donc, la moindre petite différence, c'est tout de suite l'objet de raillerie ou d'intolérance les uns des autres. Donc, c'est top justement ça. C'est vrai que là-dessus, la technologie a quand même fait des miracles et permet de nombreuses choses là-dessus. Mais moi, je reste persuadé que c'est un super projet parce que aujourd'hui, on vit quand même dans une société où on est de plus en plus stressé, on mange de moins en moins bien, on prend de moins en moins de temps pour manger. Il y a de plus en plus de nouvelles, je dirais, pathologies qui se répandent de plus en plus, que ce soit l'épilepsie, l'autisme, et puis sans parler des maladies sanguines que sont tout ce qui est diabète, cholestérol, etc. Et je veux dire, personne n'est à l'abri demain de faire une crise cardiaque dans la rue, quoi. Alors, c'est vrai que là-dessus, l'État a quand même fait pas mal d'améliorations, et notamment avec la mise à disposition de défibrillateurs électriques dans tous les lieux publics. Ça, c'est super top. Mais justement, parfois, il est trop tard quand ça arrive. Et je pense que c'est là où ton application, je pense, sera vraiment le top du top parce que ça préviendrait en amont la personne en lui disant attention, vous allez, les données nous permettent de dire que vous allez être sur le point de faire une crise cardiaque ou de faire un AVC ou de faire une crise d'épilepsie, peu importe. Et du coup, ça peut prévenir en amont et sauver des vies, quoi. C'est surtout ça. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est sauver des vies, quoi. Et je pense que déjà, il y a un public, clairement, il y a un public pour ça, et je pense que ça peut, je l'espère en tout cas, que ça peut vraiment sonner de manière très douce à l'oreille des financeurs, des investisseurs, et franchement, je te souhaite que ça cartonne. De toute façon, tu le sais, on en parle assez souvent ensemble. J'espère que ça va trouver une issue positive et que ça va te permettre de tout simplement te chambouler la vie aussi, clairement, parce que c'est aussi le but, on est tous pareils, on travaille pour vivre et quand on peut se permettre de vivre d'une part de sa passion
mais surtout de la création de ce que l'on avait en tête, ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus magique, entre guillemets, dans le monde professionnel. Donc, franchement, là-dessus, je te souhaite tout le meilleur du monde et on va suivre ça de très près et on n'hésitera pas à te faire revenir de temps en temps pour voir un peu l'avancée de ton projet. Ok, merci bien. Merci à toi, en tout cas, d'être venu parler sans crainte sur le serveur. Et puis, de toute façon, tu es dans les commentaires. Salut. Intéressant. Et puis après, là, on parlait un peu de l'utilisation en fait, du no-code sur ce genre de projet. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est aussi c'est un peu une philosophie du fake it until you make it. C'est vraiment de se dire, ok, il va peut-être, avant de commencer à limite créer ce MVP en no-code, déjà essayer de faire des landing pages, essayer de prospecter sur des gens qui sont intéressés, qui seraient intéressés, que ce soit les bénéficiaires directs ou même des gens qui sont dans le métier médical ou autre, pour voir si ça a déjà de l'intérêt. Bon, bien sûr, c'est ça. Ça peut vraiment aller plus loin que le simple utilisation au niveau particulier, donc au niveau commercial, c'est B2C. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose qui peut être éventuellement utilisé par des professionnels. Donc franchement, on ne sait pas quoi demain est fait. Enfin, on parle de plus en plus de dossiers, ça existe déjà des dossiers médicaux en ligne, mais ça permettrait peut-être aussi aux médecins de surveiller, entre guillemets, les pathologies de ces patients de manière beaucoup plus précise, en faisant peut-être un relevé, tu sais, genre on permet une extraction en CSV ou dans un autre format, des informations enregistrées par les capteurs, voir un peu ce qu'il en est, et ça permettrait sans doute aux médecins de pouvoir dire, oula, attention, ces derniers temps, vous avez peut-être un peu trop abusé, ou plutôt... c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a l'air de mieux se passer. Enfin, franchement, moi, je pense que c'est surveiller en temps réel, c'est ça, c'est ce que tu dis, DevOps, c'est vraiment un... monitoring. Ouais, moi je suis fan, hein. Franchement, je suis fan, c'est quelque chose que je trouve hyper pertinent et je suis vraiment content qu'en tout cas DevLepsy en ait parlé sur notre serveur et qu'il nous ait demandé conseil là-dessus parce que c'est vraiment top et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite là-dessus et comme je dis, de toute façon on va le suivre, on va pas le lâcher, on va l'aider à réaliser ses rêves. Mais justement, alors toujours sur le no-code, est-ce que aujourd'hui, avec le no-code, parce qu'on parle beaucoup de MVP, de prototype depuis tout à l'heure, mais est-ce que le no-code peut aussi servir à quelque chose qui peut rester fonctionnel totalement sur du long terme et sans revenir dessus? Je pense que oui. Genre, par exemple, je ne sais pas si tu connais Notion. Non, je ne connais pas. Alors Notion, c'est un outil qui te permet en fait on va dire un peu un couteau suisse où tu peux faire ton organisation, tu peux gérer ta documentation, faire un wiki, préparer tes rendez-vous, faire du reporting, tu peux vraiment faire un peu de tout. Malheureusement, pour l'instant, l'API n'est pas publique. Il y a juste un développeur et son équipe qui ont recréé cette API, mais on va dire de manière non officielle, pour pouvoir faire des automatisations là-dessus et le brancher du coup à d'autres services. Mais c'est un très bon outil qui va te permettre au long terme, en fait, tu peux l'utiliser toute ta vie, gérer ton organisation au quotidien. Ça peut être une application en interne, admettons, je veux dire quelque chose un peu stupide peut-être, mais admettons dans ta boîte, tous les midis, vous préparez une commande pour aller commander des pizzas ou autre. Tout le monde vient sur l'application noter sa commande. On vient récupérer l'API de la personne, admettons sur du Uber Eats, récupérer l'API de Uber Eats et reprendre tout ce qui se passe dessus. Et donc tu remplis ça. Une fois que c'est rempli par tous les employés, derrière tu as une grosse commande qui est faite, puis quelqu'un vient la faire en one shot ou tu automatises cette commande en one shot, et ça tu peux le garder toute ta vie. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être périn, c'est sûr. Mais du coup, super passage. Du coup, est-ce que le no-code n'est pas trop limité justement techniquement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu entends par limité techniquement? Est-ce qu'on est capable de tout faire avec du no-code? Ou est-ce que quand ça devient vraiment très technique, il n'y a pas le choix, il faut faire appel à des devs? Comme je l'ai dit, hein, quand tu as un problème, finalement, tu peux pas tout faire en no-code, c'est sûr, et tu le vois quand tu pratiques, que ce soit sur un Bubble ou autre.
quand tu vas vouloir une feature qui pour toi est essentielle et que tu dis finalement elle est là la limite du no-code, je peux pas aller plus loin parce que l'outil ne le permet pas. Finalement en fait tu peux quand même l'ajouter parce que derrière tu as des API qui sont créées, tu as pas mal de choses qui permettent de plugger sur ces outils. Donc tu peux, on va dire, passer ses limites, mais derrière tu as besoin de développer en fait. Donc le no-code c'est bien pour, on va dire, qui va évoluer et avoir une grosse base pour chaque outil. Mais si tu veux vraiment répondre à un problème, un problème spécifique, forcément tous les cas d'utilisation n'ont pas été réfléchis. Donc forcément il y aura toujours de quoi développer en fait. Ouais, tout à fait. Donc surtout les devs spécifiques finalement, du développement spécifique, tu en auras tout le temps. Peut-être que du développement de l'intégration. Ça devrait changer, je pense, d'ici les années à venir, parce que clairement, des articles qu'on lit un petit peu, je me suis un peu renseigné cet après-midi, et c'est vrai qu'on voit comme des Bubble, par exemple, sont en train d'essayer de travailler au maximum sur leurs différentes faiblesses, techniques notamment, et de faire en sorte de pousser vraiment le jeu vraiment beaucoup plus loin, quoi. C'est-à-dire un jour, on arrivera, je pense, au no-code qui n'aura plus de limites techniques et qui sera peut-être utilisable dans toutes circonstances et pour tout type de projet, quoi. C'est pas encore le cas encore exactement aujourd'hui, mais ça fait quand même le taf pour pas mal de choses. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas. Alors, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien de parler de no-code, etc. Mais c'est quoi le coût du no-code? Est-ce que c'est si cher que ça ou est-ce que c'est si peu cher que ça finalement? En fait, clairement, c'est moins cher si tu veux tester un outil. Forcément, c'est moins cher parce que si tu le fais par toi-même, tu n'as pas besoin de devoir payer un développeur, un freelance ou autre pour pouvoir créer ton outil. Si tu as ton idée, tu peux la tester toi-même sans, on va dire, avoir de barrières techniques ou autre. Donc derrière, tu n'as pas besoin de faire appel à un freelance. Mais derrière, forcément, la plupart des outils, voire la quasi-totalité, sont des SaaS. Donc derrière, tu as de l'abonnement à payer mensuellement. Si tu veux vouloir faire un peu le MacGyver, on va dire, du no-code, il va falloir acheter des abonnements un peu partout. Donc là, ça peut, on va dire, sur le cumul, arriver sur une facture qui peut commencer à avoir un coût. Mais si tu utilises, si par exemple tu focus complètement sur du Bubble et que tu utilises, on va dire, le freemium de certains services, sur la version basique de Bubble, tu vas payer 35 € par mois pour avoir ton site hébergé, ton outil no-codé sans avoir besoin d'avoir développé. Donc du coup, t'as pas dépensé, en fait, finalement, tu as dépensé que ton temps et 35 € par mois. Alors que si tu l'aurais fait faire par un développeur, on connaît un peu les tarifs des freelances, tu vas vite, s'il met plus d'une semaine, à être finalement beaucoup plus cher que ce que tu aurais pu faire toi-même. C'est ça, parce que si on prend techniquement parlant au TJ, donc au taux journalier, pour ceux qui ne connaissent pas trop le freelance, le TJ moyen d'un développeur, je dirais intermédiaire, c'est à peu près 500 € journalier, grosso modo. Je dis bien grosso modo, après tout dépend de la spécificité, la spécialité. Ouais. Mais si... Bref, pour reprendre le truc, c'est que s'il vous faut, admettons, pour développer la solution que vous allez faire en un mois avec Bubble, admettons, ou ne serait-ce qu'en une semaine, il va peut-être falloir 15 jours aux développeurs pour vous la faire. Mais 15 jours, donc 10 jours ouvrés à 500 € par mois, ça commence à faire un sacré budget. Donc, c'est toute je dirais, l'ambivalence de du no-code finalement qui peut permettre à des gens de tester des choses avec un coût relativement bas et réduit au départ et d'éventuellement voir si ça peut débloquer des fonds, etc. Parce que comme dans toute création d'entreprise, parce qu'on parle start-up, mais start-up c'est le joli mot qu'on utilise pour dire jeune entreprise, ça fait toujours mieux de dire start-up que de dire petite PME ou petite TPE. Mais juridiquement parlant, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de statut juridique start-up. Forcément, comme tout en création d'entreprise, il y a un budget, il faut des fonds, déjà pour la partie administrative, comptable,
Alors, je vous parle même pas si en plus techniquement il vous faut une solution qui vous coûte les yeux de la tête en plus. Et grosso modo, vous partez avec 10 000 balles de budget, c'est chaud quoi. Tout le monde n'a pas 10 000 balles de côté. Et voilà, donc alors que là, peut-être que si vous vous débrouillez bien, que vous êtes assidu, sérieux, vous pouvez peut-être en un mois faire quelque chose et ça vous aura coûté 35 €. Alors, selon les plateformes, j'avais vu 29 $ tout à l'heure, il me semble, sur Bubble, par exemple, ouais. Ouais, sur Bubble, j'avais vu 29 $ pour le premier, on va dire, payant. Mais derrière, avec ça, vous pouvez présenter ça derrière à la banque, au banquier, pour un financement ou éventuellement pour d'autres, voilà, comme je l'ai dit, pour du crowdfunding, pour des éventuels investisseurs ou chercher des associés, peu importe. Vous avez quelque chose à montrer, quoi, à bas coût. Donc, ça peut être une solution pérenne et surtout de sécurité au départ. Ça vous fait pas manger la grenouille dès le début et ça vous bouffe pas toute la trésor dès le départ pour juste la partie technique, quoi. Donc ça peut être en effet une très bonne chose. Et puis pour venir un peu au sujet, parce que c'est souvent comme ça que les gens le conçoivent, moi j'ai mon avis bien tranché là-dessus, mais selon toi, est-ce que vraiment le no-code il représente une menace pour les devs, clairement, pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, quoi. Déjà, je vais peut-être juste revenir un peu sur ce que tu disais là juste avant. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que le no-code, c'est bien, mais il faut aussi se former là-dessus. Et dans le cas, on va dire, de Bubble, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Il faut quand même pouvoir s'adapter à l'outil, se renseigner, essayer de le comprendre et d'utiliser. Et tout le monde ne peut pas forcément y arriver par soi-même. Donc forcément, si tu veux créer un outil et que finalement c'est peut-être même un no-code trop dur pour toi, on va dire que cet effet de mode, comme disent les gens, même si ça, je pense que ça va perdurer, ça crée aussi de nouveaux métiers. On voit, je vois des métiers de no-codeur, Bubble, ou ce genre de choses qui voient le jour. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps tout à l'heure sur LinkedIn quand je faisais un peu des recherches justement là-dessus pour parler de trucs de ce soir. J'ai vu des gens qui se disaient alors no-codeur full stack Bubble. Ouais. Alors là, j'étais sur le cul, quoi. Je me suis dit ouais, c'est quoi ce métier? Et pour toi, à ton avis, ça va vraiment devenir un métier à part entière, ce genre de… En fait, je pense parce que tu vois, par exemple, actuellement, dans les méthodes agiles, tu vas avoir le product owner qui va être un peu là en mode à faire les user stories, ce genre de choses. Et au lieu de venir un peu avec ces user stories où tu n'es pas forcément sûr, parce qu'on le sait, dans la gestion de projet, la création de projet, tu t'expliquais une chose, le développeur va comprendre autre chose, et puis finalement le market va dire que c'est pas du tout ça. Là, ça permet aussi au product owner de pouvoir venir avec son idée, mais son idée qui est déjà, on va dire, no-codée rapidement, et pouvoir développer le truc par la suite, genre faire une maquette qui va aller assez rapidement. Et donc ça te crée, on va dire, un métier en plus, un métier, on va dire, qui peut même s'apparenter à de l'ingénierie no-code, où tu dois finalement être le MacGyver et un peu le spécialiste de l'environnement, de l'ensemble de tout ce qui existe, pour savoir sur un projet quoi utiliser. C'est ça, c'est comme un architecte, parce que c'est pas simple. Enfin, moi, j'ai regardé un tuto tout à l'heure brièvement sur YouTube, c'est quand même pas si simple que ça, quoi. Puisque, en tout cas pour Bubble, parce que je regardais Bubble, mais Bubble, surtout. Ouais. Quand ils commencent à aller créer un peu des tables de données, entre guillemets, quoi, c'est des choses assez light, mais faut quand même penser le projet bien en amont. Faut pas t'aventurer comme ça avec ce que tu as dans le pantalon et ton couteau, pour rester poli. Faut vraiment faut imaginer son projet et limite le penser comme un dev. Comme un dev le ferait, quoi. Et c'est pour ça que dans les arguments qui reviennent assez souvent que j'entendais, c'est le no-code est vraiment un outil idéal pour des développeurs parce que du coup, il est beaucoup plus simple de prise en main derrière, quoi. C'est sûr. Après, là l'exemple de Bubble, on va dire que c'est un peu un cas extrême parce que Bubble, si tu veux savoir l'utiliser, il faut que tu aies fait un peu de théorie sur de la base de données, sur des relations. Il faut que tu saches un peu, que tu aies un peu des compétences de dev pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, un Webflow, c'est du drag and drop, c'est OK, quand je clique là, ça fait ça. Là, tu n'as pas besoin d'avoir cette idée de back, même si ça peut te permettre d'aller plus loin dans ce que tu fais. Mais c'est surtout la logique qui est le plus important. Et si tu n'as pas la logique derrière, que ce soit du no-code ou pas du no-code, ça peut être une barrière, le fait de ne pas être logique, en fait. Et ouais, des métiers qui vont se créer de plus en plus de toute façon, c'est sûr.
Là, on a Devlepsy qui nous dit c'est surtout les intégrateurs de base HTML, CSS qui vont perdre leur emploi. Je suis pas tellement d'accord en fait. Est-ce qu'ils vont vraiment perdre leur emploi ou est-ce que si justement ils prennent en plus en compétence l'apprentissage de la gestion d'un no-code, est-ce que ça peut pas justement leur ouvrir un petit peu plus de postes? Parce que aujourd'hui, clairement, enfin moi j'ai été intégrateur depuis 2010 et forcément pendant un long moment, le poste d'intégrateur web designer, on a pris une claque. Hein. On a pris une méchante claque et ça se voyait de moins en moins. Il y avait vraiment que dans les grosses ESN où on aime bien que chacun ait son poste, machin. Et de toute façon, je te dirais qu'aujourd'hui, les intégrateurs, si tu fais que de l'intégration, c'est très compliqué, à mon sens, hein, avec mon expérience. Hein, parce que la plupart du temps, maintenant, les intégrations, c'est les développeurs front-end qui les font. Donc, est-ce que c'est vraiment à cause du no-code? Ça va peut-être accentuer les choses, je dis pas. Hein. Je dis pas, il y a peut-être des agences qui vont se monter, je crois que c'est déjà le cas, hein, qui vont se monter, qui vont faire que du full no-code. Pour faire du site web pour une PME, une TPE, machin, c'est top. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs de fou. Voilà, à la rigueur, le no-code peut faire le taf très vite et du coup, pour eux, en termes de budget, c'est super, quoi. Maintenant, est-ce que c'est à cause du no-code que les intégrateurs risquent de perdre leur job au fur et à mesure? Je ne pense pas que ce soit qu'à cause du no-code. De toute façon, je pense que c'est un métier qui n'est pas voué à disparaître, mais ça va devenir de plus en plus rare. Les gens qui font que de l'intégration HTML, CSS, sans JavaScript, sans rien, ça va être très difficile dans les années à venir parce que aujourd'hui, les boîtes préfèrent prendre un mec qui fait développeur front-end parce qu'il va avoir une logique d'algorithmie, il va connaître au minimum JavaScript et derrière, on va pouvoir lui demander peut-être d'acquérir de nouvelles compétences en JavaScript et pourquoi pas en back. Avec un Node.js, etc. Et surtout pour faire éventuellement du mobile, quoi, parce que derrière, tu as React Native, Vue Natif. Hein. Donc, je pense pas que ça soit... Voilà, encore une fois, moi, c'est que mon avis, et voilà, hein, j'ai pas parole d'évangile, hein, mais je pense pas que ce soit ça qui va créer plus que ce n'est le cas déjà, quoi. Puis un peu, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ceux qui s'occupaient seulement du design, finalement, ils peuvent maintenant animer leur truc et le rendre... utile et on va dire fonctionnel. Donc ça c'est juste incroyable parce que ils ont un métier qui joue sur le visuel et de toute façon une solution qui est visuelle et qui fonctionne moins bien et une solution qui marche excellemment bien mais que le visuel est dégueulasse, c'est le visuel qui prime de toute façon. Donc avoir des designers qui se mettent au no-code, pour eux c'est juste un gain juste extrême en fait. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, le design a une énorme importance parce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui, c'est difficile de séparer l'UI de l'UX en fait. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'UI participe à l'UX. Donc, de toute façon, si, comme tu dis, le design il est dégueulasse, on chope une crise d'épilepsie, excuse-moi, d'épilepsie pour ça, mais ce que je veux dire, c'est pour grossir un peu le trait. Hein, mais si tu chopes une crise d'épilepsie à chaque fois que tu lis le site, enfin, tu lis un article sur le site ou machin, parce que les couleurs ne vont pas du tout ensemble, c'est agressif, ça n'a pas de sens, ça se lit pas dans le bon sens, ou ça a ni queue ni tête. L'expérience utilisateur, elle est très mauvaise. Et auquel cas, tu te retrouves avec les mêmes problématiques que ce que tu rencontreras dans le cas inverse. Donc, c'est clair que le design aujourd'hui, il fait intégralement partie de l'UX. Puis après, je pense qu'il n'y a pas forcément que le no-code qui vient, on va dire, faire perdre des emplois, entre guillemets, parce que, comme on le voit, hein, avec des développeurs qui sont vraiment full front, ils peuvent se mettre à faire du full stack en lisant des SMS du type Strapi qui va te mettre un back-end ultra rapide et derrière... Ou même WordPress, hein. Tu utilises WordPress en mode API. PrestaShop s'y est mis aussi. Tu peux utiliser PrestaShop en API. Enfin, tu as la possibilité aujourd'hui d'utiliser la plupart des plus gros CMS et Strapi, comme tu disais, notamment pour la partie back en JS, et qui, lui, a la particularité d'être un CMS headless, donc sans front, en fait. C'est à vous de le créer, mais voilà, c'est clairement... il va y avoir de nouvelles pratiques. Les choses vont encore bouger. De toute façon, en technologie, ça change
à mon sens, trop vite même. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne garde pas les bases des choses qui fonctionnent bien et on veut toujours inventer l'eau chaude, en fait. Hein. C'est un peu dommage. Et on le voit avec, notamment avec les différents frameworks JavaScript, hein, ça ne fait que ça. Et demain, on va encore nous présenter des nouveaux, et puis ainsi de suite. Et en fait, tu dois apprendre tout le temps. Tu n'as pas le temps vraiment peut-être de te spécialiser, sauf dans des très grosses entreprises, notamment les ESN, où ils n'ont pas spécialement le budget pour changer de techno et de stack toutes les 5 minutes, quoi. Ils ont une stack, ils vont la garder peut-être pour 4-5 ans, quoi, en général, parce que derrière, il faut quand même avoir un retour sur investissement, quand même. Donc, voilà. Après, il y a que les web agencies, les freelances et éventuellement les PME qui vont, eux, essayer d'avoir quelque chose le plus à jour possible et changer peut-être tous les 2 ans. Mais c'est pareil, ils ne changent pas tous les ans non plus, quoi. Sinon, t'en finis pas, quoi. C'est plus possible, quoi. Et puis de toute façon, si tu veux changer tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut que tu te formes tout le temps et t'as pas forcément le temps de te former en fait. Donc, ouais, c'est ça. donc il y a aussi ça à prendre en compte, quoi. Parce que ça a un coût. Alors aujourd'hui, même si on parle beaucoup de la formation, on n'entend que ça, hein, de partout, que ce soit dans les pubs, que ce soit sur YouTube, que ce soit de partout. Le mot formation, je crois que ça doit être l'un des mots-clés les plus tapés en France, hein, mais dans tous les domaines, hein, d'ailleurs. Le truc, c'est que c'est devenu un réel business et à un moment donné, tu peux pas. Voilà, c'est comme tout le monde, on a un budget, quoi, et les gens, ils n'ont pas un porte-monnaie élastique et auquel cas, ça pourrait être vraiment problématique. Mais bon. Écoute, est-ce que tu as des petites choses à rajouter encore sur le no-code, éventuellement des petits exemples à nous montrer là? On a un petit quart d'heure. Allez, 10 minutes devant nous là. Ouais, je peux montrer les choses. Juste vite fait, pour on va dire conclure un peu sur la problématique, la question, savoir si c'est une menace pour les devs. Je pense que dans certains cas, de toute façon, ça va être une menace, comme on le dit, hein, sur tout ce qui est tous les tâches, on va dire basiques que peuvent faire les développeurs. Forcément, on va plus forcément avoir besoin d'eux parce qu'il y a des choses qui s'automatisent, notamment, comme on le dit, avec des CMS headless ou ce genre de choses. Et finalement, avec tout ce qui est low code, CMS, no code et de toute façon, et tout ça, je pense que l'avenir un peu, on va dire, du développeur, ça va être plus dirigé sur du back et sur des thématiques de machine learning ou ce genre de choses qui vont être les choses les plus difficilement automatisables et qui vont toujours nécessiter des développeurs, quoi. Ouais. Mais oui, je peux montrer quelques exemples. Attends, je vais partager mon écran. Ouais, vas-y. Ok. Fenêtre. Toujours intéressant de mettre un visuel sur. Là, ok. Oh là là. Là, ça a été moins. Qu'est-ce que je peux montrer? Un exemple assez simple. Donc ça, en fait, c'est une personne avec qui je discute assez souvent sur LinkedIn. En gros, ici derrière, c'est une landing page qui a été créée. Donc c'est pour expliquer un peu le projet qui a été créé, qui a été imaginé par une personne. Et derrière, c'est un outil no-code en fait qui permet de faire ça. Donc c'est cet outil qui te permet en fait de créer des landing pages assez rapidement. Donc t'as pas besoin de savoir développer pour essayer de faire des choses qui finalement sont assez sympas. T'as des carousels, t'as du visuel qui te permet d'expliquer un peu ton projet. Donc t'as pas besoin de développeur finalement pour faire ce genre de choses. Donc c'est super intéressant. Après, comme on disait avec Bubble, si on va avoir un peu un exemple d'outils, d'outils qui ont été créés via Bubble, on peut créer des messageries instantanées par exemple. Bon, là c'est une démo. Ça a bien l'air que c'est ne serait-ce qu'en code, avec notamment des packages comme Socket.io, etc. Ouais. La gestion du cache en local et tout, c'est quand même assez particulier. Et là, pour le coup, c'est juste top, quoi, que tu puisses avoir ce genre d'outils déjà intégrés, quoi. Après, il faut juste simplement avoir un peu de logique et savoir, on va dire, un peu organiser on va dire, ton back côté Bubble pour éviter des soucis de performance ou ce genre de choses. Mais c'est tout à fait faisable de faire ce genre d'application sans avoir de connaissances de développeur à coder quelque chose, quoi.
Taku, ça c'est pas mal. Donc ça c'est Julien qui est présent sur la communauté No Code France. Donc il y a un Slack qui parle de no code à longueur de journée. Et Julien fait des news toutes les semaines pour montrer un peu ce qui s'est passé durant la semaine, les évolutions de certains outils, les outils qui sont sortis, et même présente aussi les projets de la communauté. Donc si demain tu vas faire un projet en no code, ça te fait aussi un peu de pub. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend du coup tout ce qui est lié un peu no code là-dessus. Donc il se fait une petite application qui te permet d'en savoir plus sur le no-code, quel podcast regarder, quel tuto et quelle formation existe, quels experts. Donc, une petite application tout en un, donc assez intéressant. Et c'est fait avec Glide, qui est du coup un outil no-code qui te permet de faire des applications web, quoi. Alors, on a une question là de Jean-Hubert de la Chaussée. J'adore ton pseudo, passage. Bubble peut-il te permettre de faire des applis mobiles et type e-commerce? Et de type Bah oui, totalement. Tu peux genre faire un Amazon, enfin peut-être pas un Amazon en termes de grosseur, hein, parce que voilà, mais une boutique e-commerce, mais en application mobile et non pas en responsive mobile, quoi. En web app. Non, mais tu peux totalement. Genre, moi j'ai avec le Covid, il y a un moment, j'ai voulu faire une application de click and collect. Je me suis mis sur Adalo, Adalo qui est une solution qui te permet de faire du coup des applications natives. Donc ça c'est intéressant et ça marche sous forme de drag and drop en fait. Donc toujours derrière tu marches comme ça. Et je crois que en gros derrière des bases, ce qui est intéressant c'est que c'est un peu comme du Google Sheet. Donc tout le monde sait utiliser un Excel, donc tout le monde peut réussir à faire ce genre de choses. Donc, oui, d'ailleurs, on vous mettra les liens de tout ce qu'on parle, hein, Webflow, Bubble, Adalo, etc. Et puis aussi le lien vers alevios.com. Je vous mettrai tous ces liens là, mais sur la partie YouTube, sur le replay qu'on mettra sur YouTube, parce que sur Twitch on peut pas spécialement le faire correctement, mais en tout cas sur le replay, il y sera au niveau de YouTube. Vous aurez toutes les descriptions nécessaires. Si vous voulez aller jeter quelques coups d'œil, n'hésitez pas, ça peut toujours être intéressant. Et puis, comme dirait l'autre, c'est voilà, à un moment donné, il n'y a quand on allait regarder et en mettant les mains dedans qu'on peut savoir. Hein. Et en plus, c'est marrant là, cette question du e-commerce, parce que sinon, le dernier truc que j'allais partager, c'est une solution qui a été faite à 80% de no-code et 20% de technique. Enfin, ça montre du coup que tu peux allier les deux pour gagner du temps et ça, c'est sympa. Je sais pas si là, on voit encore mon screen. Attends, je vais te le remettre. Vas-y. Hop, okay. Là. L'application s'appelle GetWasabi. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que derrière tout ce qui va être le front de l'application, c'est du Webflow. Tout ce qui est le back, c'est un outil qui s'appelle Stacker. Donc avec Stacker, c'est une genre de base de données assez monstrueuse que tu peux utiliser sans coder. Du coup, rien qu'avec ça, ils ont pu faire un système d'e-commerce. Et puis ils ont rajouté, je sais plus trop, mais une brique de code pour pouvoir, parce qu'ils avaient un blocage sur une des choses. Et derrière, ils ont codé le truc. Et puis finalement, ils ont dépassé la limite du no-code pour avoir leur outil. Mais de toute façon, moi, je pense que limite, je partagerai un peu le 80-20% qui a été fait là sur du no-code sur cette combinaison. De toute façon, les créateurs de cet outil vont le communiquer sur LinkedIn pour ça, ceux qui peuvent être intéressés, et limite, je partagerai ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Écoute, on va conclure sur le no-code. Si tu veux synthétiser un peu voilà, clairement, pour répondre un peu à la question qu'on s'est posée. Et aujourd'hui, selon toi, est-ce que le no-code, c'est une menace pour les devs ou est-ce que c'est un allié pour les devs? Finalement, la réponse, elle est pas facile. Elle est pas très bonne. Non, mais en fait, c'est du oui et c'est du non, parce que les très bons devs n'auront jamais de problème, parce que il faudra toujours de très bons devs qui soient spécifiques, parce qu'il faut toujours dépasser les limites, et il n'y a qu'en développant qu'on peut y arriver. Mais il y a des métiers dans le monde du développement qui forcément
se font un peu attaquer par ces outils, parce que voilà, des web agences qui vont créer des sites vitrines ou autres, tu sais que tu peux le faire en no-code maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences techniques pour créer le produit, le développer, le mettre en ligne, l'héberger, tout ça. Maintenant, tu peux juste acheter ton nom de domaine et puis le plug sur un SaaS, un Webflow, et il n'y a rien à s'occuper, en fait. Tout est hébergé, donc tu es juste tranquille. Donc la réponse est oui et non. Tout dépend en fait des métiers spécifiques de développeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je pense à peu près la même chose. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme un allié, et notamment pour les dev front, que comme un obstacle ou une menace. Clairement, ça mange pas de pain de regarder quelques tutos, d'essayer de se former un peu et de tester les versions gratuites qui existent. Et puis, auquel cas, derrière, d'essayer des choses. Vous pourrez peut-être même y prendre du plaisir. Donc voilà, moi je vous conseille de tester, d'essayer. De toute façon, c'est ce que je vous conseillerais toujours, c'est de faire par vous-même, essayer de faire par vous-même et de voir si ça vous plaît ou pas. Faites-vous votre avis par vous-même. Voilà, à un moment donné, on a tous nos sensibilités différentes là-dessus. Donc, personnellement, je trouve que ça peut être un outil très intéressant pour bien des choses. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui ressort, c'est plutôt que ça devrait être un allié. Je pense pas que ça va tuer le marché des devs demain. De toute façon, le marché des devs connaît déjà des difficultés, et notamment chez les juniors. Donc, voilà, c'est pas ça qui va faire que de toute manière, ça va bousiller le marché. De toute manière, pour reprendre un peu ce que dit Jean Hubert, les dévors experts devront s'adapter, les autres peuvent se perfectionner dans leurs arts. Ouais, voilà, et puis auquel cas, l'expertise, la spécialisation plutôt, je dirais que l'expertise, c'est ce que je vous conseillerais toujours. Et ça, c'est l'une des problématiques qu'on rencontre souvent chez le junior, c'est qu'il est tellement mordu de curiosité, etc., qu'il veut tout apprendre, tout voir. Mais le souci, c'est qu'il se perd à vouloir tout faire, plutôt que de se spécialiser dans un domaine et de s'y tenir pendant un certain temps, et après d'ouvrir les chakras, comme je dis, d'aller s'intéresser à d'autres choses, etc., etc. Donc voilà. De toute manière, le métier de dev, c'est ça. On dit souvent junior for life, et c'est vrai, on passe notre temps à apprendre et on passera notre temps à apprendre toute notre vie. C'est aussi pour ça qu'on aime ce métier. Donc bon, voilà, après, pour ceux qui ne le savaient pas, vous êtes prévenus. Tu restes avec nous, Thomas, pour la suite ? Bah ouais, je vais voir un peu les propositions qu'ils vont faire. Alors, ce soir, là, on y vient. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça avec impatience, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui attendaient de voir un peu ce qu'on allait proposer avant de eux-mêmes vouloir sauter le pas de ce que l'on propose avec cette opération qui est Adopte un Junior. C'est la première fois qu'on le fait. C'est, je l'espère, une innovation et une nouveauté pour vous. C'est une façon de communiquer totalement différente. J'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer déjà quelques candidats et on découvre vraiment des gens formidables. Mais plutôt que des mots, avant de vous faire monter le premier candidat, je vais vous laisser regarder en avant-première pour le premier candidat, justement, sa petite speed interview, et on se retrouve juste après. Je compte sur vous, ne partez pas, regardez bien, et si ça vous intéresse, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. À tout de suite. Je m'appelle Kylian. J'ai 25 ans. J'habite en périphérie de Bruxelles, en Belgique. Je suis célibataire. Donc après avoir passé mon bac, l'équivalent du bac en Belgique, je me suis lancé dans une formation de dev à la Wild Code School de Bruxelles. Je suis développeur full stack web et mobile. J'ai commencé à étudier la programmation il y a un peu plus d'1 an. J'ai notamment travaillé avec les technologies web, HTML, CSS, JavaScript. Et ensuite, je suis parti sur du mobile avec du React Native. J'aimerais trouver un CDI. Je n'ai pas de prétention salariale. Idéalement, j'aimerais travailler en présentiel, quand les conditions le permettront, mais le remote me va très bien aussi. Je
Je suis plutôt un développeur web. J'ai plus pratiqué le front, mais j'ai des connaissances en back-end également. Je me suis principalement entraîné avec le framework React. Évidemment, React. Alors, moi je suis plutôt nouvelle école, je n'aime pas trop jQuery. Alors, si possible, j'aime bien faire mon CSS moi-même, sans librairie externe, mais je travaille beaucoup en SAS, SCSS. J'adore écrire du code, donc j'ai pas très envie de travailler en no-code. Ah non, from scratch. On commence de rien et on construit quelque chose qui fonctionne. SEO égale copain, mais mériterait un peu plus de recherche. C'est l'UX, c'est la priorité. Mobile first, donc tout est responsive. Voilà, mobile first. J'ai déjà fait mes premières expériences avec des tests unitaires et je trouve que c'est impératif. Je travaille en agile. Le terminal est ton meilleur ami. Je suis devenu un Apple lover depuis que j'ai commencé à travailler dans le dev. GitHub. Node.js et Python, notamment Django. Les deux me vont très bien. MySQL, PostgreSQL et MongoDB me vont très bien. Je n'ai pas encore travaillé avec Docker. Hello World. Jeux vidéo et sport. Les jeux vidéo à l'intérieur, les sports à l'extérieur. Voilà. Plutôt campagne. Le canapé, c'est sympa quand même. Café. Lo-fi. Seigneur de Zeno. Merci beaucoup Hater. Alors, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé énormément de plaisir à réaliser cette vidéo, mais tout de suite, sans plus attendre, eh ben, je vous présente Kylian. Alors, ton micro est coupé, Kylian. Bonjour tout le monde. Salut, Kylian. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Ouais, nickel. Salut. Bon, alors, ça fait quoi de se voir à la télé? Ah, c'est gênant, c'est super gênant. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, dis-moi. Donc, comment déjà, pour parler un petit peu de l'interview, etc., comment tu as trouvé cette interview, le moment qu'on a passé ensemble vis-à-vis de ça, etc. C'est quelque chose que tu recommandes ou pas du tout? Ouais, écoute, carrément, moi je trouve que je te connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce format non plus, du coup, vu qu'il est nouveau. Et je trouvais ça super sympa. Écoute, j'ai passé un très bon moment. L'interview s'est fait assez rapidement et voilà, ça s'est bien passé. C'est ça, parce qu'en fait, il faut savoir que bon, là, la vidéo dure à peu près, avec générique tout compris, 3 minutes 50, quelque chose comme ça. Donc, c'est un format vraiment très très court, hein, qui se consomme très facilement. Mais pour faire ça, on a mis une quinzaine de minutes, c'est ça à peu près. Puisqu'après on fait un montage, etc. Donc forcément, mais voilà, il faut savoir qu'en tout cas, si vous êtes intéressé pour faire ce genre de petites vidéos avec nous, sachez que ça prend pas énormément de temps. J'ai juste besoin de grosso modo 15 minutes de votre temps et ça va très très vite. Il y a un formulaire à remplir qui est disponible sur le Discord. On vous demande quelques informations, ce qui est normal parce qu'on a quand même besoin d'avoir un minimum d'informations sur vous pour pouvoir éventuellement derrière présenter tout ça à des recruteurs. Et d'ailleurs, s'il y a des recruteurs parmi nous, n'hésitez pas à nous contacter pour Kylian. Donc Kylian qui est en périphérie de Bruxelles, hein, c'est ça, qui est, comme il disait, développeur full stack avec une grosse appétence pour le front, si je ne m'abuse. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez rentrer en contact avec Kylian, si vous avez aimé ce genre de format, n'hésitez pas à nous contacter, sachant que voilà, on fait toujours la diffusion en avant-première lors du live
d'Adopte un Junior. Et donc, le lendemain, on mettra à disposition sur les différents réseaux sociaux la vidéo. Pour ceux qui veulent le lien et revoir la petite vidéo, je vous mets le lien tout de suite dans les commentaires vers YouTube, où est hébergé justement cette petite speed interview. On va revenir un petit peu sur toi, Kylian, et moi, un petit truc que j'aimerais savoir, on n'en a pas parlé dans la vidéo parce que voilà, encore une fois, le format est très court, mais concrètement, qu'est-ce qui t'a fait venir au monde du web, clairement? Alors, qu'est-ce qui m'a fait venir au monde du web? Déjà, ça a été de la curiosité, pure et simplement de la curiosité. J'ai rencontré des développeurs par hasard dans mon parcours avant de commencer tout ça. Et je me suis intéressé, j'ai posé des questions, ils m'ont expliqué un petit peu, j'ai eu même droit à quelques petits conseils, quelques tutos à essayer. Donc j'ai essayé dans mon coin. Et voilà, à partir du moment où on crée ses premières applications, ses premiers sites web, en fait, ça devient addictif. On veut toujours faire un truc en plus, un truc avec plus de features, avec un plus beau design. Et voilà, et donc je me suis perdu dedans. C'est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'est assez marrant, mais c'est vrai que... Alors, on a tout de suite l'image en général du jeu vidéo qui amène les gens à vouloir devenir développeurs. Alors, je pense que c'est aussi beaucoup une caricature. C'est vrai aussi, parce que moi, c'est clairement ce qui a fait que, mais pas au sens même où on l'entend. Moi, à l'époque, c'était parce que je faisais partie d'une team. On avait besoin comment dirais-je, d'un site internet pour être un peu plus sérieux, parce qu'on faisait des championnats, etc. Et c'est comme ça que j'en suis venu à commencer avec Photoshop et quelques petits CMS qui existaient, et notamment avec Joomla à l'époque. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait vraiment devenir passionné de ça finalement. Mais contrairement à la caricature qu'on a souvent, qui est de oui, je veux devenir développeur de jeux vidéo. Alors, il y en a quand même des gens c'est par qui ça commence comme ça, mais c'est toujours intéressant, je trouve, justement, de savoir un peu qu'est-ce qui a fait que. Toi, de ton côté, Thomas, c'est quoi qui t'a fait venir dans le web et l'informatique? Eh ben, c'était quand j'étais. C'était on va dire longtemps, même si je suis, on va dire, jeune quand même. C'était vraiment tout au début, quand je suis arrivé en CP, je me suis dit, on pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux développer des jeux vidéo. Et puis, ça a évolué année après année, on va dire. Et après, c'était juste développeur d'application, après web, après chef de projet. Enfin, ça a évolué, en fait. Mais ça partait là aussi. Ouais, c'est sûr, c'est clair que là-dessus, il y a toujours une petite base commune liée à cette magie-là, mais en tout cas, voilà, de ton côté, toi, clairement, c'est quoi le profil de l'entreprise qui t'intéresserait, Kylian? ESN, PME, Web Agency, peut-être autre chose? Alors, idéalement, si j'ai le choix, j'aimerais beaucoup commencer avec une startup, commencer avec un produit très très jeune, voire même inexistant, et partir de là, construire quelque chose qui prend de l'ampleur au fil du temps. Ça, ce serait vraiment génial. Par contre, en opposition à ça, moi, j'aimerais beaucoup aussi rejoindre une team déjà toute faite et avec des personnes expérimentées pour apprendre un maximum de leur expérience. Donc voilà, je sais que les deux vont pas très bien ensemble, mais peut-être commencer dans une team expérimentée, dans une structure qui fonctionne, et dans 2-3 ans, accompagner des startups et construire des projets en partant de rien. Ça, ce serait génial. C'est vrai que c'est sympa. J'ai eu la chance de bosser avec quelques startups et c'est une super ambiance en général. Pour le coup, c'est très formateur, je trouve, parce que bien souvent, comme toute startup, les moyens ne sont pas aussi gros que des grosses structures et on est souvent amené à faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce que l'on aurait fait ailleurs. Et du coup, c'est très formateur parce que si on s'y met vraiment sérieusement, on progresse relativement vite et de manière assez exponentielle. Donc, c'est vrai que pour ça, les startups sont une bonne école de la vie professionnelle, je trouve. On apprend vite à devenir un peu un couteau suisse, un MacGyver, pour reprendre l'expression de Thomas tout à l'heure, où on est moins... Je pense qu'après, quand on arrive dans des grosses boîtes, on est moins soumis à la pression du délai. Parce que du coup, on a tellement eu... de couilles à gérer, clairement, il faut dire les choses comme elles sont, que derrière, on est un peu plus détendu là-dessus. Par contre, du coup, en termes d'ambiance, de mission et de liberté qu'on peut prendre, quand on arrive dans une structure un peu plus balèze, on est peut-être perdu. Donc, mais en tout cas, le profil des startups, c'est très enrichissant, je trouve, comme point de départ. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Au niveau, tu le disais tout à l'heure, donc toi, tu as étudié donc, à la Wildcode de Bruxelles, hein, c'est ça? Exactement. Donc, tu vois, j'apprenais en plus qu'il y avait une école de la Wildcode à Bruxelles, je ne savais pas du tout. Comment c'était chez eux? Alors, en tout cas, le début était vraiment génial. On était en présentiel, c'était que des personnes super motivées. On avait un petit groupe, on était 10 dans la formation. Un petit groupe de gens super motivés, on s'entraide, on apprend beaucoup de choses en très peu de temps. Mais le fait de partager ça avec les autres et de travailler, on travaillait vraiment beaucoup, hein. Les formations est de 9h à 17h, mais on travaillait tous de 8h à 19h en fait, un minimum, tellement il y avait de choses à faire. Et en fait, je sais pas, cette espèce d'émulation a vraiment été hyper positive sur moi. Ensuite est venu le confinement, malheureusement. Ça a un petit peu cassé le rythme, ça a un peu démoralisé les troupes. Donc voilà, ça c'est le point négatif qui n'est pas du tout de leur faute, mais qui, moi, m'a impacté ma formation. Ouais. À part ça, pour parler plus concrètement, je trouve que c'est une très belle structure qu'ils ont, la Wildcode School. Ils ont un support d'apprentissage en ligne qui est de très bonne qualité. Oui, parce qu'il y a leur campus remote aussi, hein, maintenant. Enfin, oui, maintenant, depuis un certain temps, mais c'est vrai que c'est une école qui a le vent en poupe aussi, qui est considérée comme un des meilleurs bootcamps qui existent actuellement. En tout cas, ils ont souvent des très très bons retours et il n'est pas rare de voir des anciens élèves de la Wildcode retrouver du travail assez facilement et ça, c'est plutôt un bon point à relever. Donc là-dessus, c'est une école relativement intéressante. D'ailleurs, parlant de ça, ça va faire partie un peu des invités que l'on souhaiterait avoir. On est en train de voir justement pour accueillir des responsables, soit de campus, soit de formation, pour parler un peu présenter un peu ce qu'ils font au quotidien, comment ils voient les choses aujourd'hui, et de leur côté, voir un peu, voilà, clairement le monde du dev à notre époque et avec tout ce que ça pose comme problématique et notamment le Covid, quoi. Donc d'ailleurs on a prévu le 29. J'ai toujours pas de. Ce qui est dommage, franchement, je trouve ça un peu désolant d'ailleurs. J'ai lancé un appel pour que des responsables un peu de formation, de médias, éventuellement de chez Pôle emploi, des entreprises, des recruteurs, qu'on essaye de faire une table ronde pour essayer justement d'avancer sur la problématique que chacun rencontre, parce que chacun rencontre une problématique. D'un côté, les juniors ont des problématiques d'être recrutés ou de trouver un stage ou une alternance. De l'autre côté, les entreprises ont d'autres problématiques, et notamment financières. Les formations se retrouvent un peu au milieu parce que il faut qu'elles forment des gens, mais derrière, c'est un peu compliqué pour le retour à l'emploi. Donc, j'ai proposé une table ronde. Malheureusement, j'ai toujours pas de retour, ce que je trouve un peu dommage. D'ailleurs, je vous remets le petit bandeau que j'avais prévu la dernière fois. N'hésitez pas à nous contacter, hein. Le but, c'est pas de faire un jugement de qui que ce soit. Au contraire, c'est vraiment d'être les plus bienveillants possibles les uns envers les autres et d'essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui sont rencontrés, de mettre en avant des innovations ou des choses que vous allez mettre en place justement pour pouvoir clairement faire avancer les choses, améliorer le quotidien peut-être de certains. Bref, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Franchement, ça nous ferait très plaisir de pouvoir organiser ce débat tous ensemble. Ça permettrait vraiment aussi une symbiose avec la communauté dans le chat, que les développeurs eux-mêmes puissent poser des questions à tout ce beau monde en live. Ça pourrait être très intéressant. Et puis voilà, clairement, venir un peu voir ce qui se passe aussi sur le terrain. Je pense que c'est hyper important. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. C'est le 29, on essaye d'organiser ça. Si jamais la date du 29 vous convient pas, n'hésitez pas à nous en parler, qu'on essaye de replacer ça. Mais voilà, hello.hiters@gmail.com si vous voulez nous contacter pour pouvoir participer. De notre côté, écoute, moi, ça a été un vrai plaisir, Kylian, de te rencontrer. Sachez que Kylian, nous a fourni son CV, tout ça. La vidéo de sa petite présentation est disponible sur YouTube. Elle sera sur LinkedIn un peu partout demain, Twitter, etc. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes intéressé, qu'on puisse vous mettre en contact avec Kylian. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien de payant là-dedans. Au contraire,
L'idée, c'est vraiment de rendre service et d'aider les uns et les autres justement à pouvoir trouver leur bonheur. En tout cas, je te remercie, Kylian. C'était super sympa de ta part d'être passé. N'hésite pas à nous donner des news un petit peu de ton côté. Peut-être que des gens vont te découvrir à travers peut-être LinkedIn, etc. N'hésite pas à nous donner des news de temps en temps, voir un petit peu comment ça avance. Nous, en tout cas, on ne te lâche pas. On est derrière toi et on n'hésitera pas à t'aider justement dans ta recherche. Un grand merci de m'avoir reçu, Jerry. C'est une très chouette émission. Je souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, à bientôt. Et n'hésite pas, on est toujours présent sur Discord. Je dirais pas H24, mais c'est presque en ce moment. En tout cas, merci à toi et puis à bientôt. Merci, au revoir. Salut. Alors très intéressant, hein, Kylian, j'aime beaucoup son profil. C'est quelqu'un d'assez lumineux dans ses prises de parole. On peut penser à une force tranquille, quelqu'un d'assez calme, posé, zen, mais qui est sûr de lui. Voilà, n'hésitez pas encore une fois s'il y a des recruteurs dans le coin. Franchement, au pire des cas, qu'est-ce que vous allez perdre à perdre un peu de temps à essayer de découvrir une pépite, ça pourrait être sympa quand même. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions pour Kylian. On vous donne son CV, tout ce qui va bien en privé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme je le répète, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Je vous le répète aussi pour vous les juniors, c'est totalement gratuit. On ne demande rien en échange. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Les liens sont dans le Discord. Si jamais vous les voulez, vous n'avez pas le temps de venir sur Discord, vous n'avez pas Discord, n'hésitez pas à nous les demander dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, bref, même dans le Twitch. N'hésitez pas à nous les réclamer, on vous fournit tout ce qui va bien et derrière, on essaye de prendre rendez-vous avec vous. Ça prend 15 minutes pour pouvoir tourner l'interview et après, je m'occupe du montage derrière. Là, on va accueillir un nouveau junior encore, qui s'est prêté au jeu cette fois-ci aussi. Alors, on va le faire monter directement sur scène et je vous passerai sa vidéo en fin d'émission, en clôture de l'émission, de façon à ne pas perdre en énergie. Il est là, il nous entend. Warren, est-ce que tu es dans le coin? Fais-moi un petit signe si tu es OK. Super. Salut Warren. Salut, ça va? Salut. Et toi? Bonsoir. Ça va, merci. Bon, comment s'est passée la journée? Comme d'hab, hein, tranquillement. On a profité un peu du repos pour coder à la maison avec le temps qu'il fait dehors. Je pense qu'il n'y a pas mieux de façon. Tu m'étonnes. Bon, dis-moi, on va faire un peu les mêmes petites questions qu'avec l'ami Kylian tout à l'heure. On va te questionner pour aller un petit peu plus loin que la vidéo. Alors, les gens n'ont pas encore vu la vidéo, ils la verront en clôture de l'émission. On va essayer de revenir sur certaines choses. Alors, il y avait une petite chose sur laquelle on voulait revenir ensemble déjà, c'est que actuellement, toi, tu es quand même en poste, c'est-à-dire que tu fais une sorte de comment on appelle ça, de formation en étant chez l'employeur, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc tu travailles actuellement où exactement? Alors, je travaille à la RATP. Je suis machiniste receveur, ça fait 7 ans. D'accord. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait une formation développeur web. D'accord. Aujourd'hui, si on pouvait reprendre un peu le parcours, qu'est-ce qui t'a fait venir au développement web, clairement? Comme j'explique un peu dans la vidéo, donc déjà, je bidouillais un peu et j'avais quand même du goût pour l'informatique, mais bon, après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la RATP il y a quelques années. Donc, j'y ai bossé, puis j'avais envie de voir autre chose. Et en me renseignant sur des postes qui pourraient me plaire et en discutant avec des proches que j'ai qui sont dans ce milieu-là, pas forcément dev, mais qui en tout cas touchent à l'informatique et puis qui me disaient qu'il y avait énormément de postes à pourvoir, que c'était quelque chose qui pourrait peut-être me plaire. Donc, moi, j'ai été faire des recherches, regarder sur YouTube, m'informer comment ça se passait, puis en quoi ça consistait exactement. Et puis du coup, en fait, il y a plein de points où je me retrouvais et puis ça me plaisait vraiment. Et du coup, je me suis penché un peu plus sérieusement dessus et j'ai franchi le pas en faisant une reconversion professionnelle grâce au fonds GESIF. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais. En effet, c'est vrai que c'est quand même assez pratique ce dispositif qui existe. Ça permet quand même une certaine sécurité pour le salarié pour pouvoir éventuellement se reconvertir et malgré tout percevoir son salaire et puis voilà, faire sa formation
derrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc toi, tu as suivi quelle école exactement? J'étais à la 3W Academy. D'accord. C'était en présentiel, en téléprésentiel? Présentiel. Après, bon, c'était avant le Covid, donc j'avais pas de problème par rapport à ce qui se passe, mais on a quand même eu les grèves en décembre, donc on a quand même fait une partie en télétravail. Mais l'un dans l'autre, franchement, ça se passait bien. Mais bon, c'est vrai que pour être formé, pour ma part, je pense que c'est mieux de le faire en présentiel, quoi. D'accord. Au niveau de l'école, comment ça s'est passé? Ils sont comment, la 3W Academy? Franchement, top. Honnêtement, j'avais un ami qui était parti sur la session d'avant. Et puis, on a eu l'occasion d'en discuter aussi parce que je sais pas, c'est tombé par hasard. Et puis, en fait, en discutant, il m'a dit que lui, il partait en formation et qu'il faisait ça. Justement, je dis, bah, tiens, je cherche une école et tout. Et bah, je lui dis, bah, écoute, tu vas me tenir au courant de comment ça se passe. Et puis, comme ça, moi, je verrai si justement j'intègre cette école ou une autre. Et puis, donc, en suivant un peu son parcours, il m'a expliqué. Et franchement, ça m'a grave motivé. Donc, j'ai fait la réunion d'information, j'ai pris les dates, et puis j'ai monté tout le dossier avec mon employeur. Et par la suite, quand j'ai commencé la formation, franchement, je suis tombé sur des super bons formateurs, que ce soit en intégration avec Yvon, qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, à qui je passe le bonjour. Et puis après, dans le dev, avec, enfin, dans le bac, avec Mohamed et avec Tom. Donc, ça s'est super bien passé, même l'encadrement, c'était vraiment carré, le contenu était là, quoi. D'accord. En termes d'apprentissage, vous avez vu quoi comme stack technique pendant ce socle, entre guillemets, quoi? HTML5, PHP3. Oula, pardon, pas PHP3. CSS3, PHP 5 et 7, MySQL, jQuery, Bootstrap. On a vu l'Ajax aussi. On a fait un peu de WordPress. Donc, on a vraiment fait un truc qui était complet, quoi. Et toi, tu as une particularité, tu me disais pendant la vidéo, enfin l'interview, c'est que tu as re-signé encore pour un petit module derrière, et notamment sur Symfony, c'est ça? Exactement, oui. Je m'étais renseigné, du coup, vu que je partais sur PHP, de voir un framework en même temps. Et ouais, j'ai fait Symfony juste après, 1 mois et demi. Et là, j'étais avec un autre prof aussi qui s'appelle Zakaria, qui était vraiment top. Et sur cette session-là, j'ai eu de la chance aussi, c'est parce qu'en fait, c'était une session où on était mélangé avec des élèves qui étaient eux envoyés par leurs entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà des devs en fait. Et donc, j'ai eu l'opportunité de discuter avec eux, d'écouter leurs conseils, de voir comment ils codaient. Et franchement, là, ça m'a vraiment encore plus donné envie, ouvert les yeux sur le monde du dev, quoi. C'est top, ça c'est une bonne, ça c'est un bon truc. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de rencontrer à travers mon parcours aussi, et notamment en formation, des gens qui venaient pour pousser leurs connaissances sur un framework, une librairie, autre chose. Et c'est vrai que quand on se retrouve à côté d'eux, c'était limite qui corrigeaient le prof. Parfois, ça faisait limite flipper, quoi. Mais franchement, c'était très enrichissant parce que c'était en général, en plus, les premiers à aider, quoi. C'est-à-dire que ils auraient pu très bien dire, ouais, moi, de toute façon, je suis pas là pour ça, machin, débrouillez-vous. Non, au contraire, ils étaient les premiers à partager leur savoir et leur passion avec ceux qui avaient le plus de difficultés, et notamment après les cours sur le Discord ou quoi que ce soit. C'était vraiment cool, quoi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, au niveau de la 3W Academy, vous avez une période de stage ou pas du tout? Non, là, c'était un cursus seulement avec des cours. Après, par la suite, pour ceux qui voulaient, on pouvait enchaîner en alternat. Mais bon, il fallait trouver un employeur. Et puis moi, comme j'étais en congé professionnel, donc c'était pas la même chose. J'ai pas eu l'occasion de faire des formations, de faire des stages. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, après, ma situation est un peu différente. Mais c'est pas évident. Mais c'est vrai que ça m'aurait quand même plu au moins de mettre un pied dans ce milieu-là pour déjà pouvoir rentrer dedans, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait souvent. On en parlait la semaine dernière à travers le live vendredi à l'aparté avant de commencer le débat sur Full Stack avec Lior Chamla, que je te conseille d'ailleurs pour poursuivre sur Symfony. Je suis déjà les vidéos sur YouTube. Super vidéos, donc n'hésite pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment top. Il a une pédagogie qui est vraiment topissime. Mais en tout cas, on en parlait la semaine dernière et c'est vrai que c'est là qu'on voit justement quand même la nécessité d'existence des bootcamps parce que on a beau dire tout ce qu'on veut, beaucoup leur tapent sur la tête, mais à un moment donné, tout le monde ne peut pas se permettre de repartir dans un DUT, dans une licence ou dans un master. Quand on a des enfants, c'est ton cas, on a 3 enfants tous les deux, donc on connaît ta situation, qu'on a un loyer à payer, qu'on a un train de vie, etc.
des charges, c'est compliqué de retourner dans des études classiques dites type universitaire parce qu'on n'a pas le temps. Clairement, on a très peu de temps devant nous et auquel cas, on n'a pas les moyens non plus parce que faut aussi dire les choses, c'est quand on voit les jeunes comment ils galèrent avec Parcoursup actuellement, pourquoi il en serait différent pour nous, quoi. Donc, c'est vrai que les bootcamps ont une grosse position et sont très pratiques par rapport à ça, c'est qu'ils permettent à n'importe qui de pouvoir mettre un premier pied à l'étrier qui est le développement. Donc, c'est vraiment très intéressant et au-delà, c'est encore plus intéressant de poursuivre encore derrière par une alternance, etc. C'est toujours bien parce que je pense que ça permet justement d'aller asseoir cette connaissance qu'on a acquis, mais de la pousser encore plus loin et en plus d'y ajouter une expérience professionnelle assez intéressante. Donc, c'est plutôt une bonne chose en tout cas. Comment t'as trouvé cette speed interview? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a plu? Franchement, c'était sympa. Et puis même la vidéo, le rendu final est top. Honnêtement, si on pouvait faire des trucs comme ça plus souvent, ce serait sympa, quoi. Voilà, bah, tu vois, on y a pensé. On espère que ça va plaire à de nombreuses personnes, en tout cas, et puis surtout encourager d'autres camarades qui justement sont dans ta situation, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. J'espère que ça va les encourager justement à vouloir y participer. En tout cas, moi, je te remercie franchement. J'ai passé un super moment tout à l'heure avec toi. J'ai découvert quelqu'un encore une fois, de très solaire, de très chaleureux. Et ça, c'est le côté capverdien qui donne envie de justement sourire, toujours la banane. Ça, c'est super, vraiment super agréable. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. On te suit de toute façon. N'hésite pas à nous donner des news. Mais en tout cas, sachez, chers messieurs et mesdames, surtout des entreprises et recruteurs, si vous êtes intéressés par Warren, n'hésitez pas à nous contacter, c'est totalement gratuit. Vous nous contactez par mail ou message sur LinkedIn, peu importe, Twitter, où vous voulez, et on vous mettra en relation directement avec Warren. Encore une fois, quelqu'un qui est très prometteur et voilà, n'hésitez pas, ne laissez pas passer votre chance, messieurs, dames. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie d'être venu, c'était super sympa de ta part et puis on se tient au jus pour la suite. Ok, ça marche. Et merci à vous de faire tout ce travail pour nous parce que ce petit coup de pouce, il est quand même non négligeable. C'est clair, c'est du boulot, hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais oui, bien sûr. Ne serait-ce que le montage de la vidéo, il prend quand même pas mal de temps, surtout quand le PC il a décidé de te faire des caprices. Mais en tout cas, voilà, moi j'y prends toujours autant de plaisir, clairement, à faire ce genre de choses. Voilà, c'est dans mes gènes. Hein, mes parents m'ont éduqué de cette manière-là, de toujours tendre la main aux autres. Et c'est ce qu'on dit, hein, sois bienveillant et bon avec ton voisin, et ton voisin deviendra bienveillant et bon avec toi. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on change le monde. Hein. Exactement, c'est pas en faisant chacun pour sa pomme, sinon ça se saurait. En tout cas, je te remercie d'être venu, Warren. On se tient au courant. N'hésite pas à nous suivre et puis à venir donner des news de temps en temps. Avec grand plaisir, merci. Et puis bonne soirée à vous. Salut. Ciao. Super sympa, Warren. Hein. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas, surtout si vous voulez le contacter. On vous donne le nécessaire. Il nous a fourni son CV aussi, etc. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. C'est quelqu'un de très chaleureux et avec qui vous prendrez sans doute énormément de plaisir à travailler. Donc, encore une fois, ne laissez pas passer une pépite quand vous envoyez une. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, de tout ça? J'adore ce petit concept d'interview assez fast parce que d'ailleurs c'est du contenu que tu pourrais utiliser pour faire un petit post LinkedIn et essayer aussi de faire ta recherche dans ton coin aussi, on va dire. Donc ça te permet de mettre en valeur plutôt bien, puis ça attire l'œil de toute façon. Des petits contenus assez courts. On est dans une consommation aujourd'hui, il faut savoir quand même que 80% du trafic web aujourd'hui est propulsé par ce qu'on appelle les pure players, et notamment YouTube, etc., Twitch, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les gens consomment énormément de vidéos et surtout les vidéos format court. En général, on vit tous à 300 à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps et c'est d'où est venue l'idée en fait de faire vraiment une présentation hyper fast, hyper
je dirais avec tout ce qu'on a vraiment besoin de savoir dans un premier temps pour éventuellement accorder un entretien à un candidat. Donc, j'espère encore une fois que ce format vous a plu. N'hésitez pas à postuler pour pouvoir justement intervenir dessus. On aura de nouveaux candidats la semaine prochaine, puisqu'on a eu pas mal de monde cette semaine. Donc, on essaye de traiter tout le monde au fur et à mesure. Là, on en présentait 2, mais on essaiera d'en faire un par un. En tout cas, je te remercie Thomas pour cet échange et ce partage de live ensemble ce soir. C'était bien sympa. J'espère que ça t'a plu de ton côté aussi et ça sera vraiment à refaire, quoi. Ouais, sur d'autres thématiques. Hein. Comme je l'ai dit, je m'intéresse à pas mal de choses. Donc, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu le gros hacking aussi de ton côté. Ouais, je m'intéresse, on va dire, à tout ce qui est intéressant pour monter une entreprise, pour la faire évoluer. Donc, il faut être un peu sur tous les fronts, même si on n'est pas forcément expert partout. Mais au moins, on peut après, on peut comprendre et essayer d'agir dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas évident, c'est du boulot. Et être entrepreneur, c'est pas quelque chose qui entre guillemets, qui s'apprend. Si, ça s'apprend, mais c'est souvent en mettant les mains dedans que voilà, clairement, qu'on apprend à devenir patron. Mais c'est un peu comme tout, hein, je te dirais. Hein. De toute manière, il n'y a pas mieux que la pratique. Et s'il y a bien un petit conseil que je peux donner, sans trop me tromper à toute notre communauté, c'est pratiquer. On ne vous demande pas de devenir des no-life, on ne vous demande pas de devenir des geeks ou d'être des fous du clavier toute la nuit H24, mais essayez de vous mettre déjà des objectifs en place et puis d'essayer de vous dire voilà, je respecte ce que je me suis dit, si j'ai dit que je me donnais 2 heures par semaine, je l'ai fait et je l'ai fait de manière sérieuse, je pratique, j'essaye de créer des projets sérieux, même si c'est pas un projet qui verra le jour, mais essayez de faire des projets que vous pourriez être amené à faire dans le quotidien au sein d'une web agency, d'une ESN. Donc travailler un peu le e-commerce, travailler tout ce qui peut être vitrine, travailler au maximum l'algorithmie parce que c'est encore une fois le côté le plus difficile à acquérir. Et une fois que vous l'avez acquis, franchement, derrière, toutes les portes vous sont ouvertes, peu importe le langage. L'algorithmie, ça reste de l'algorithmie. Après, c'est qu'une histoire de syntaxe. Donc, essayez de pratiquer un maximum, partagez ce que vous faites. En tout cas, nous, sur Hiter, c'est comme ça qu'on voit les choses. On essaye de faire pratiquer un maximum les gens en proposant des projets pro. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Devlepsy, qui a un super projet et qui cherche d'ailleurs des gens pour l'aider, qui seraient intéressés pour justement participer avec lui à ce projet et éventuellement changer votre vie. Voilà, parce que dire qu'on veut s'installer en tant que start-upper, c'est pas un gros mot non plus. Donc, on peut ne pas être forcément intéressé par le salariat. Donc, faut pas hésiter. Voilà, pratiquer des projets et puis mettez les mains dedans et vous allez voir, tout va aller comme sur des roulettes. Et si jamais vous avez des questions, on est là pour vous y répondre. La communauté Hiter est là pour ça. Le Discord est là pour ça. C'est gratuit et ça le restera à vie. Vous pouvez poser des questions sur tout un tas de sujets liés au web et au développement, même au niveau du graphisme. On essaiera de vous y répondre puisque je rappelle que Hiter n'est pas là que pour les développeurs, mais bel et bien pour l'intégralité des acteurs, pardon, du coup je déforme avec mon slogan, des acteurs de l'IT, puisque forcément Hiter veut dire acteur de l'IT, donc n'hésitez pas. Thomas, un petit mot de la fin. Vive le no-code. Non, il faut être curieux, il faut essayer de découvrir ce qui nous intéresse et surtout tester. Tester, ça permet d'être, on va dire, aware, d'avoir la connaissance un peu partout et de savoir ce qui peut plaire. Parce qu'en découvrant, on peut changer de vocation. Voilà, il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir, malheureusement. Et dites-vous que, alors ça peut être un thème d'ailleurs, et on en parlera dans un des prochains lives à venir, et notamment sur le type de mindset qu'il faut avoir en tant que junior et justement un peu tout ce qui est syndrome de l'imposteur, etc. Ça va être au programme et notamment la semaine prochaine, on va en parler. Je vais vous donner quelques petites astuces que j'essaye d'appliquer au quotidien. Alors, encore une fois, je ne suis pas un modèle, mais si ça marche pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, on parlera de tout ça la semaine prochaine. On essaiera d'aller en profondeur sur cette problématique que rencontrent beaucoup de gens, que ce soit dans le dev ou autre, notamment le syndrome de l'imposteur. Et puis voilà, dites-vous que l'échec, c'est pas une fatalité.
C'est pas une fin en soi, c'est pas non plus une honte. Au contraire, la plupart des plus gros patrons de ce monde ont d'abord échoué avant de réussir. Et ça, à partir de ce moment-là, vous vous dites ce genre de choses, et toutes les portes vous sont ouvertes. Eh ben, écoute Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? De lancer des projets et de la réussite dans ces projets. C'est clair. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde avec grande sincérité. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à l'appel. C'est super cool. J'ai passé un super moment avec toi. Je vous rappelle que vendredi, on se retrouve à 18h avec Rayed Benbrahim pour parler de la suite du live qu'on avait eu sur We Love Devs et notamment savoir est-ce que le marché des devs de l'emploi au niveau emploi est-il encore en pénurie, la suite avec quelques petites astuces et surprises. Je vous laisse en compagnie du petit clip concernant Warren. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous savez où nous trouver. On est là pour vous. Ciao, ciao. Salut. Donc bonjour, je m'appelle Warren Neves, j'ai 31 ans. Alors j'habite à Damartin-en-Gouel, à côté de Roissy en France. Alors je suis pacsé et père de 3 enfants. Donc j'ai fait des études en comptabilité et en septembre 2019 j'ai décidé de faire une formation dans le développement web au sein de la 3W Academy. Et donc du coup depuis la fin de la formation je suis en recherche d'un poste et j'ai vraiment envie d'être dedans, donc je continue à me former pour l'instant, je vois un peu de tout, je me documente, je continue à m'auto-former en attendant de trouver une entreprise. Pas du tout. Après, de mon côté, moi j'aimais bien bidouiller, comme je suis un peu un geek, et du coup je touchais déjà un petit peu en informatique, donc tout ce qui est crack, Raspberry Pi avec Recalbox et compagnie, donc j'avais déjà un peu curiosité et ce goût pour l'informatique. Recherche d'un CDI. 32K. Présentiel, j'aime bien discuter avec les gens face à face. Développeur web. Je suis full stack, mais plus orienté back. Vanilla JS. Non, jQuery, c'est vrai que ça reste plus simple. Un peu de tout. From scratch. Moi, j'aime bien travailler de la base, créer un noyau et développer son propre bébé, quoi. On va dire que c'est plus un copain. J'ai pas trop cette sensibilité pour l'instant, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Maintenant, c'est mobile, il n'y a plus trop le choix. On va le faire, il n'y a pas trop le choix. Nob, j'ai vu un petit peu, j'en ai pas encore beaucoup fait, mais j'aimerais bien approfondir ça et les tests fonctionnels aussi. J'ai pas encore fait de l'agile, je fais pas de gym, mais je pense que je préférais quand même l'agile. Les deux, le terminal, ça permet d'aller beaucoup plus vite et je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable, donc je dirais plus terminal. J'ai été sur Windows et sur Linux et franchement je préfère Linux. GitHub. PHP, j'ai fait une formation simple. Pour l'instant SQL. MySQL. Docker. Obrigado. Les 3. Intérieur. Campagne. Ça dépend, mais le canapé c'est bien aussi. Café. J'écoute de tout. Déjà, je te remercie de m'avoir interviewé. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, en espérant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'entendre cette interview et qu'on me rappelle par la suite, quoi.